Vous allez m'excuser, on va commencer. Donnons-nous juste 2 minutes, 2 à 3 minutes, et puis on démarre. Désolé pour le retard avec lequel on va commencer. J'espère que vous me suivez, vous m'entendez correctement. Donc, Bokoto, Bokoto, Bokoto. Bien, bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon dia, selon l'heure à laquelle, selon l'endroit auquel vous vous trouvez. J'aurais voulu ce soir que nous partageons un peu nos discussions ensemble, nous échangeons, nous faisions l'état des lieux. Je suis désolé si la musique faisait un peu de bruit. C'est une musique qui ne m'appartient pas, mais elle me rappelle le pays. Donc, comme d'habitude, on va mélanger les langues euh, ensemble avec les langues du pays. Mais la discussion de ce soir, c'est pour échanger par rapport à la situation du moment. Vous savez tous que on est à l'heure du Covid-19 et on va faire l'état des lieux de la situation au pays. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en dehors du pays, mais nous avons toutes nos pensées, toutes nos idées tournées vers le pays. Et avec ce qui se passe, on se dit, si ça arrive au pays, ça peut être une catastrophe. Alors donc, l'heure est à rassembler euh, ou assembler les idées
pour faire un plan de contingence sérieux. Donc, quel est l'état des lieux de la République démocratique du Congo en ce moment? Donc, d'après les dernières nouvelles, on nous dit qu'il y a eu 98 cas testés positifs, dont 8 cas de décès et 3 cas guéris. Donc, à l'allure où vont les choses, si on compte en déant 2 à 3 semaines maximum que tout ça a commencé, on se dit que le nombre est en train de croître exponentiellement. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse profondément. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on est en ce moment au pays en état d'urgence. C'est vrai que toutes les conditions demandent à ce qu'il y ait un état d'urgence sanitaire pour pouvoir trouver les voies et moyens à résorber cette crise. Mais malheureusement, ça nous fait mal au cœur de constater que les choses ne se passent pas comme il se devait. Donc, on dirait qu'il y a un cafouillage, il y a un méli-mélo autour de cette question, à tout bas pour comprendre la gravité de la situation. À cette allure, nous allons vraiment, vraiment vers la catastrophe. Pourtant, c'est le moment où certains autres pays arrivent à bien réfléchir et à s'approfondir dans les grandes décisions. Mais alors que nous, on est encore en train de nous chamailler, à faire des discussions vaines et inutiles. Donc voilà pourquoi je souhaitais qu'on discute ensemble un peu pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se tenir, sur quoi il faut réfléchir. Alors, moi, je n'ai qu'un avis, mais que je voudrais partager avec les autres, voir ensemble comment les choses devraient se passer. Je vais donner un exemple de Cuba. Nous avons vu tous sur les images le Cuba venir au secours de l'Italie et même de la France, si je ne me trompe. Mais imaginez que le Cuba est resté sous embargo économique pendant plus de 50 ans. Mais qu'est-ce qui fait que le Cuba soit à mesure aujourd'hui de secourir et la France, et l'Italie, et la plupart des pays occidentaux? Dans la plupart des catastrophes qui surviennent, même les États-Unis, le Cuba a toujours été prêt à amener son aide. L'équipement médical, le personnel médical et tout son contingent. Mais malheureusement, parfois, on leur refuse l'entrée sur le territoire. Pourtant, encore une fois, comme je disais, le Cuba est resté sous embargo pendant plus de 50 ans. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que le Cuba en soit arrivé là? Tout simplement, le Cuba en est arrivé là parce que le Cuba a su compter sur ses propres moyens. C'est en temps difficile, c'est en temps de crise, c'est en temps d'embargo comme ça que le pays peut compter sur ses propres moyens. Le Cuba a un taux très élevé d'alphabétisme, plus que tous ces pays d'Europe, tous ces pays occidentaux, et même les plus développés, entre guillemets, comme nous le disons. Mais le Cuba a un taux d'alphabétisation très élevé. Le Cuba a un taux très élevé de médecins qu'ils ont formés eux-mêmes. Le Cuba a un médecin pour 100 habitants. Alors que
même les pays les plus grands, les plus industrialisés, vous trouvez, je ne sais pas moi, vous ne trouvez pas ce record-là. Mais qu'est-ce que le Cuba a fait pour en arriver là? Simplement parce que le Cuba a compté sur ses propres enfants. Le Cuba ne s'est pas contenté d'imiter ou d'obéir aux dictats occidentaux à l'aveuglette. Le Cuba a tout créé, même ce qui n'existait pas. C'est pour ça, si vous allez au Cuba aujourd'hui, vous trouverez des véhicules qui ont existé depuis 1920 ou par là, mais qu'ils ont su maintenir en état et en très bon état, parce qu'ils ont compté sur eux-mêmes. Mais voilà que nous, avec tout ce que nous avons au pays, nous n'arriverons pas à compter sur nous-mêmes. Voilà pourquoi moi je voulais, à travers cette vidéo, lancer un appel aux autorités du pays, à ce nouveau régime qui nous a suscité tant d'espoir. Surtout en ce moment où l'état d'urgence sanitaire est prononcé, c'est le moment où nous devons compter sur nous-mêmes. De toutes les manières, nous n'avons pas grand-chose à espérer parce que la pandémie est à travers tout le monde, à travers tous les pays du monde. Donc, aucun pays ne se prépare à secourir l'autre. Donc, nous devons compter sur nos propres moyens. Et pour compter sur nos propres moyens, nous n'avons pas besoin de voir le théâtre qui est en train de se dérouler. C'est le moment de rassembler les efforts, de rassembler les intelligences. On nous a présenté qu'il y a une équipe de riposte, mais laquelle équipe de riposte ne nous présente pas ni les médecins, combien de médecins il y a, combien d'infirmiers il y a, combien de personnes paramédicaux il y a, quelle logistique cette équipe dispose, quels sont les matériels qu'ils comptent acquérir, comment ils vont faire avec les infrastructures. Tout ça, ça demande qu'on fasse appel à tous les enfants du pays qui ont tant soit peu une expertise autour de la question. Et ça ne se fait pas. Et ça inquiète. Nous sommes nous courons la deuxième année de ce régime, de ce nouveau régime. Nous voyons bien la bonne volonté que le chef de l'État affiche, mais le reste ne suit pas, parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Le reste ne suit pas. Donc, il faut que ça change. Il faut que la façon de faire change. Selon mon constat, le Congolais souffre d'un traumatisme acquis depuis les régimes coloniaux jusqu'au régime dictatoriaux. J'appelle cela le syndrome léopoldien. Et qu'est-ce que ce syndrome léopoldien? Le syndrome léopoldien, je l'entends comme le fait que nous ayons des grands professeurs, qu'on appelle grands professeurs, alors que nous avons des gens non éduqués. Nous avons un taux d'analphabétisme très élevé. Ça vous surprendrait, surtout dans la diaspora. Nous avons des médecins, mais nous ne voyons pas d'implication sur terrain. Les médecins n'arrivent pas à résorber, à soigner les malades comme il le faut. Nous avons des ingénieurs, mais qui n'arrivent pas à fabriquer de simples systèmes pour alléger la tâche du paysan, pour alléger la tâche du pêcheur. Donc nous avons des gens qui sont diplômés en termes de papier, qui ont des grands papiers, qui ont des grands diplômes, mais qui ne savent pas quoi faire avec ces papiers, quoi faire avec ces diplômes. Voilà pourquoi à l'UDPS actuellement, les gens se bousculent pour les statuts, pour les postes, alors qu'il y a des milliers de combattants qui ne demandent qu'à être occupés, qui ne demandent qu'à travailler. Or, le travail
Tout le monde n'a pas besoin de travailler dans les bureaux. Il y a pas mal de travail à faire. Mais c'est des dirigeants, c'est des diplômés incapables de réfléchir calmement et de créer. Et ça, c'est ça que j'appelle le syndrome. C'est ça que j'appelle certains autres vont l'appeler le complexe. Je vois là maintenant, tout le monde parle du Covid-19, tout le monde parle du confinement, et tout le monde pense que le confinement va s'effectuer de la même manière qu'il s'effectue en Europe. Alors que l'environnement est différent. En Europe, déjà, en temps normal, vous ne trouvez pas assez de gens sur la rue, compte tenu évidemment des conditions climatiques. Donc les gens ne se promènent pas dans la rue comme ça. Même dans leur jardin, c'est rare de trouver des gens dehors. Surtout en temps de froid, c'est en temps normal que les gens commencent à sortir un peu. Donc, quand le froid se termine, à ce moment-là, les gens commencent un peu à déambuler, beaucoup plus à des endroits publics. C'est là que vous verrez des gens. Donc, du coup, étant donné aussi que cette maladie est arrivée au moment où il fait encore froid, c'est plus facile pour les gens de rester dans les maisons. Et puis, c'est plus facile pour les gens de travailler à partir de la maison parce que l'infrastructure IT est déjà assez bien disposée. Donc, la plupart des gens peuvent travailler, se connecter à partir de la maison. Mais vous ne pensez pas un seul moment que cela peut se produire de cette façon-là chez nous, au Congo ou en Afrique de façon générale. Donc, nos intellectuels ou tous ceux qui sont en charge de la santé devraient réfléchir sur des solutions adaptées à nos conditions. Et pour cela, ils ont besoin du concours de tout le monde. Pas du brouhaha qu'ils sont en train de faire, pas de méli-mélo qu'ils sont en train de faire. Donc les gens n'ont pas le temps de réfléchir.